journaliste d'investigation. Il était d'abord au cœur du système, et comme il a voulu rester indépendant, donc, et qu'il n'a jamais fait aucune concession, donc il a un parcours assez atypique pour garder cette indépendance. Donc je vais maintenant te passer le micro. C'est à toi. Allez, Jean-Philippe. Merci beaucoup, bonsoir à tous. C'est toujours une grande joie que de revenir ici à Aix-en-Provence, où nous avions fait un repère, je me souviens, il y a quelques années, au sujet de l'aliénation des enfants avec la télévision, les écrans, etc. Et personnellement, j'ai effectivement répondu spontanément présent parce qu'il paraîtrait que nous ne voudrions pas penser. Alors ça, c'est ce qu'on dit dans la pensée unique. Il paraîtrait que nous ne voudrions pas penser, c'est-à-dire il paraîtrait que les gens voudraient surtout du travail, c'est-à-dire de l'argent pour pouvoir continuer à consommer, pour faire en sorte que le système puisse continuer à tourner, et nous ne voudrions pas penser tout ce qui serait en relation avec les choses qui ne seraient pas en relation directe avec le travail, par exemple les énergies, par exemple la transition énergétique, par exemple la catastrophe écologique, par exemple l'avenir de nos moteurs à explosion dont nous venons de passer le peak oil, c'est-à-dire que désormais, à plus ou moins brève échéance, c'est-à-dire à vue d'homme, nous serons obligés de penser un nouveau modèle, mais ceci, nous ne le voudrions pas. Nous ne le voudrions pas. Pourquoi? Parce que tout serait pensé d'avance. Tout serait pensé d'avance. Comment? Par le cercle des économistes, le G7, le G20, le G12, le G13, le G40, on pourrait faire une liste extrêmement longue, c'est-à-dire la pensée unique. Cette pensée unique propose de normaliser, rendre les choses absolument normales, c'est-à-dire inscrites dans une norme. Cette norme, c'est je vais au supermarché pour consommer. Là se trouvent des caissières de supermarché. Ces caissières de supermarché, elles m'adressent la parole. Elles m'adressent la parole à l'aide d'un discours codé. Mais ce discours codé, je ne veux pas le penser parce que ce discours est secret. C'est ce qu'on appelle le SBAM. Le SBAM, c'est sourire, bonjour, au revoir, merci. C'est-à-dire une normalisation de la relation de l'employé au client. Mais alors, qu'y a-t-il derrière? Mais ça, nous ne voulons pas le savoir, puisque si nous voulions le savoir, cela supposerait que je pense ma place dans ce qu'on appelle le système, voire même pire, le système des systèmes. Et il y a même un troisième étage qui est le système du système des systèmes. Bon, si on continue comme ça, on n'en sortira pas. Pourquoi? Parce que derrière tout cela, il y a une question qui pour moi est fondamentale, à savoir quelle est au fond la place de l'homme dans le système d'aujourd'hui. Cela signifie que dans l'époque où nous nous trouvons, c'est-à-dire au début du XXIe siècle, nous pourrions fort bien continuer avec les catégories de pensée héritées de l'époque précédente. C'est-à-dire nous pourrions fort bien considérer que rien n'a changé, même si nous savons fort bien que tout a changé. Par exemple, EDF a changé de statut. Et en changeant de statut, EDF découvre un nouveau visage. C'est-à-dire que les employés d'EDF, mais c'était aussi le cas de ceux de France Télécom, ont découvert un autre visage. Ils se sont dit « Oh là là, nous pensions travailler pour une entreprise de service public. » Et voilà que l'on change de statut et que nous constatons que désormais nous devrions travailler pour les actionnaires. Cela signifierait donc que le service public serait vaincu, qu'il serait fini. Et si nous voulions en avoir le cœur net, cela supposerait que nous voudrions penser ce qu'il se passe derrière. Mais selon la pensée unique, nous ne le voulons pas. Alors moi, face à ça, je dis, je veux le penser. Alors, bien sûr, on est confronté à un premier problème. C'est d'abord de définir ce à quoi nous sommes confrontés. De définir le 21e siècle dans lequel nous sommes engagés, car le 21e siècle dans lequel nous sommes engagés maintenant depuis 12 ans n'a plus rien à voir avec le 20e siècle. Le 21e siècle dans lequel nous sommes engagés est un siècle qui est au-delà de la modernité, car la modernité a été construite. Mais si nous voulions penser ce qu'il y a au-delà de tout ça, il faudrait que nous acceptions de caractériser le 21e siècle comme autre chose que le siècle de la modernité. C'est-à-dire qu'il faudrait accepter de confronter les catégories de pensée de notre système de pensée, hérité du XXe siècle, à des concepts qui définiraient une réalité qui serait nouvelle. Mais pour penser cette réalité nouvelle, il faudrait que je sois d'accord. Alors moi, personnellement, je dis oui, je suis tout à fait d'accord, mais attention, ce n'est pas politiquement correct. Car le politiquement correct, évidemment, c'est si on va voir derrière la façade. Et ça, c'est certainement une déformation du journalisme d'investigation qui consiste à aller voir derrière l'image, tout comme on va voir derrière les écrans pour voir à quelle sauce on va manger les petits-enfants à qui on propose des programmes qui sont faits pour les aliéner, c'est-à-dire comme une substance pharmaceutique avec 50% d'anesthésiant, évidemment, je prends mon fils, je le mets devant la télé, bam, ça le scotche, et 50% addictif. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, dit la publicité, de sorte qu'ils reviennent. Et de cette façon-là, nous nous retrouvons confrontés à une réalité que le management
développe et déploie, parce que les gens de France Télécom, par exemple, pour rester sur eux 5 minutes, lorsqu'il y a eu le changement de statut, se sont aperçus que ce en quoi ils avaient cru depuis à peu près 1945, enfin 1954 très exactement, n'existait plus, et peut-être même n'avait pas eu cours. Alors on a agité des drapeaux rouges, on s'est défilé dans la rue, on a manifesté, mais on n'a pas vu une réalité très simple, qui est qu'il n'y a jamais eu de service public de l'électricité. Mais enfin, comment ça, monsieur? Vous êtes un provocateur né, voire même un extrémiste, m'a-t-on dit, ou un jusqu'au boutiste. Certainement, mais moi personnellement, je ne suis qu'un libre penseur, c'est-à-dire que je n'accepte pas d'être surdéterminé dans ma réflexion par des catégories qui seraient des catégories de normalisation, parce que si je suis normalisé par ces catégories de pensée, je ne vais pas pouvoir voir quelle est la réalité qui se joue derrière. Alors laissons là un peu les artifices abstraits pour voir cette réalité. Dans le cas d'EDF, comme dans le cas de France Télécom, comme dans le cas d'Areva, c'est-à-dire naguère la Cogema, une entreprise issue de la dimension militaire, dont on avait confié les responsabilités à des administrateurs coloniaux, c'est-à-dire des gens qui avaient mis en place un système économique dans les anciennes colonies françaises. Bon, toutes ces entreprises-là ont été conçues non pas sur le modèle du service public, mais sur le modèle des trusts, c'est-à-dire sur le modèle d'entreprises destinées à occuper une place dominante dans un système économique global qui a été mis en orbite dès les années 70. Mais tout ça, il faudrait vouloir le penser, d'autant plus que comme nous l'avons constaté, sans vouloir cependant rentrer dedans, parce que cela me fait violence de constater que l'entreprise pour laquelle je travaille et à laquelle je suis très attaché, parce que mon identité d'homme au travail est effectivement intrinsèquement liée à l'identité de mon entreprise. Je suis EDF, je suis Orange, je suis naguère France Télécom, ou j'étais France Télécom, ou je suis Areva, ou je suis, etc. Et de ce fait-là, mon identité personnelle va se trouver affligée par le fait qu'il y aurait derrière l'identité de mon entreprise quelque chose qu'on m'aurait caché. Et le fait de m'avoir caché cette chose-là a fait que mon collègue Robert, il s'est pendu dans son bureau. Alors moi j'ai cherché à comprendre comment ça se faisait que Robert il s'était pendu dans son bureau. Non pas pour écrire sur la misère des gens, mais pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire à l'étage des ressources humaines. Parce qu'en posant la question de ressources humaines, c'est-à-dire quelle est la place de l'individu dans le système. Naguère, à l'époque des 30 Glorieuses, il était de bon ton de trouver sa place, d'avoir une bonne position. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui nous disent « Oui, j'ai une bonne place dans le système, je travaille, j'ai une bonne place, je suis heureux, je suis en CDI, en contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que je vais pouvoir passer presque toute ma vie dans cette entreprise-là et pouvoir être installé dans le confort de la société de consommation. Ce que j'appelle, moi, la planète conso. Évidemment, c'est très intéressant de pouvoir consommer de l'essence, pouvoir consommer de l'énergie, mais je ne vais pas penser à demain. Et pourquoi je ne penserai pas à demain ? Pourquoi je ne penserai pas à demain? Est-ce que cela signifierait que les temps modernes auraient pour conséquence de nous empêcher de penser à l'avenir, c'est-à-dire d'avoir au fond une attitude complètement égoïste, c'est-à-dire de se dire, dans ma génération, je vais profiter de tout ça. Et ensuite, ce sera le problème des autres, ce sera le problème des générations suivantes. Moi, face à ça, je dis non. Nous allons réfléchir à ce qui se passerait si j'acceptais de penser les choses. Alors, si j'acceptais de penser les choses, je constaterais tout un ensemble de données qui, malheureusement, iraient en contradiction avec mon système de pensée. Alors, moi, ça va, je suis blindé, mais vous, je ne sais pas. Alors, allons-y peut-être, si vous voulez. Alors, parmi ces données qui sont en contradiction avec le système de pensée, il y a la place de l'homme dans le système. C'est-à-dire que lorsque l'on écoute les économistes ou lorsque l'on écoute le discours dominant de l'économie actuelle, on s'aperçoit que l'Europe, l'Occident serait du bon côté de la mondialisation. Mais non, nous ne sommes pas du bon côté de la mondialisation. Nous sommes exactement à l'inverse, c'est-à-dire du mauvais côté de la mondialisation. Pour ce faire, il n'y a qu'à prendre la question du pétrole, les hydrocarbures. Vous savez ce qui fait marcher les voitures, mais il y a aussi 3600 produits dérivés du pétrole. C'est-à-dire que nous avons l'ensemble du tiers, à peu près le tiers des pans de nos industries qui sont pieds et poings liés au pétrole. À partir du moment où le pétrole s'arrêtera-t-il? Ah oui, c'est prévu. Mais pour quand? Pour bientôt en Europe. Mais par exemple aux États-Unis, ah non, les États-Unis, eux, ont fermé leurs puits de pétrole jusqu'à l'assèchement des puits de pétrole de l'Arabie Saoudite. Ça tombe bien, comme ça on va les faire suer sous le burnous, très concrètement, et puis on va profiter, m'a dit un haut responsable de Total, franchement, cher ami, le réchauffement climatique, ça ne nous dessert pas. Regardez, nous pouvons avoir accès à des zones pétrolifères jusqu'alors inexplorées, et puis
c'est en Arabie Saoudite que se concentre le réchauffement climatique, c'est-à-dire sur nos ennemis géopolitiques. Ah, fort bien. Et les Américains dans tout ça? Oh ben les Américains dans tout ça disposent encore de réserves pétrolières suffisamment conséquentes pour tenir au moins 50 ans de plus que nous. Ah, ça veut dire que nous allons tomber, nous, dans une dépendance énergétique vis-à-vis du pétrole. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'en France, nous disait-on pendant les 30 Glorieuses, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et donc, parmi ces idées, on a fait le choix de la mono-industrie nucléaire. C'est formidable, puisque c'est un modèle de civilisation qui se prépare. Et grâce à ce modèle de civilisation, nous allons pouvoir troquer le moteur à explosion contre le moteur à électricité. Bien évidemment, ça suppose une réconciliation de la société avec le nucléaire, c'est-à-dire avec le risque d'anéantissement. Parce que le nucléaire fait peser sur l'équilibre des espèces une menace qu'aucune autre forme industrielle n'a fait peser jusqu'à présent. Mais ceci, nous ne voulons pas le penser non plus. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, parce que si on commence à penser ces questions-là, c'est-à-dire l'ensemble des sites de stockage qui ne sont pas réglementaires, les nouvelles fuites de tritium que fort heureusement nous avons créé, des nouvelles normes qui permettent de légaliser les nouvelles fuites de tritium. Le tritium est quelque chose d'extrêmement carcinogène, extrêmement mortifère, qui s'infiltre partout, notamment sur les eaux. Mais ceci, nous ne voulons pas le penser. Pourquoi nous ne voulons pas le penser? Parce que ça va nous renvoyer un visage de la société moderne, mais cette société n'existe plus puisque nous ne sommes plus durant les temps modernes. Les temps modernes, c'est la machine à laver, c'est la pilule contraceptive, c'est l'automobile, c'est le parking, le parquage, comme on dit chez nous, etc. Mais aujourd'hui, tout ceci étant construit, il convient donc de parler d'une époque qui est après la modernité, c'est-à-dire une époque post-moderne. Et cette époque va nous apporter la facture de tout ça. D'ailleurs, la facture arrive déjà, notamment dans le domaine des ressources humaines. Oui, mais très bien, mais alors qu'est-ce que cela signifie si nous sommes du mauvais côté de la mondialisation? Je suis allé avec cette question en apparence complètement anodine voir un consultant international, 1, 2, 3, 4, 5, etc., en leur posant la même question. Et ils me répondent, mais enfin, cher ami, à quoi sommes-nous confrontés? Ou plutôt, précisément, à qui? Je pensais immédiatement à quelque chose, mais je me suis dit, non, ce n'est pas possible. C'est un combat d'arrière-garde. Ah mais non, pas du tout. Ah non, mais pourquoi? Mais parce que, regardez, tout dépend de la facture. Nous avons 3 factures. La facture immobilière, on peut gagner de l'argent sur la facture immobilière. Ma banque possède son immeuble peut être vendu en bureau, loué en bureau, et donc gagner de l'argent là-dessus. Après, il y a la facture énergétique. Bon, alors la facture énergétique, évidemment, elle monte, mais grâce à la comptabilité analytique que nous avons mis en place, nous pouvons, grâce au placement immobilier et au dumping financier fait sur les placements immobiliers, gagner de l'argent de manière à compenser le déséquilibre lié à l'augmentation de la facture énergétique. Mais rendez-vous compte, la seule facture de l'entreprise sur laquelle nous pouvons gagner de l'argent, c'est la facture humaine. Ah bon? Mais comment peut-on gagner de l'argent avec des hommes? Ah ben c'est très simple, me répond-on. C'est très simple car aujourd'hui, Moulinex est confronté à un problème très très important. Moulinex fabrique une cafetière à 12,90 €. Mais il y a d'autres cafetières sur le marché qui valent 8,50 €. Et aujourd'hui, dans la logique de consommation, c'est-à-dire la logique consumériste du consommateur individualiste qui va travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir consommer, pour avoir sa place sur la planète conso, car ainsi, il va exister. Et il va exister d'autant plus que ses enfants, à qui il va donner une place de consommateur sur la planète conso, vont pouvoir aller à l'école avec leurs nouvelles baskets de marque, etc. et se livrer à une compétition de consommation avec leurs camarades de classe, et ainsi en déduire une pyramide sociale, un statut, une hiérarchie sociale par l'argent. Tout ceci nous renvoie à la réalité. Oui, très bien, mais dans le monde du travail, parce que moi j'observe que dans le monde du travail, il y a de plus en plus de pertes d'emploi, il y a de plus en plus de dégraissage. Cela signifierait-il que nous ne voudrions plus faire travailler les gens chez nous? Cela signifierait-il que la partie serait perdue? C'est-à-dire que nous serions complètement obligés de faire le jeu de cette mondialisation qui nous oblige à délocaliser nos outils de travail, etc. Ah oui, mais monsieur, garder les outils de travail, conserver le savoir-faire, faire en sorte que Creusot-Loire, qui fabrique les couvercles de cuves des centrales nucléaires, conserve ce savoir-faire et donc puisse réparer les micro-fissures qui font qu'il y a des rejets radioactifs dans la plupart des centrales nucléaires françaises de la vallée du Rhône. Cela signifierait que nous mettions en place des mesures protectionnistes. Ah oui, mais ça, c'est pas possible de mettre des mesures protectionnistes, parce que les Américains le font bien, oui, bien sûr. Ah, mais nous ne pouvons pas le faire. Parce que si nous commençons à protéger nos outils de travail, nous dit-on dans les couloirs de ce que j'appelle, avec un nez de clown, évidemment, le management circus.
parce que à ce degré-là du match, nous entrons dans une partie de poker ou de billard à 3 bandes. Moi, je préfère parler d'une partie de clown, parce que chacun sait bien que dans la réalité de l'économie mondialisée dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes confrontés à un ennemi, c'est-à-dire à une concurrence, car les entreprises sont dans le combat, sont dans la bataille. C'est la guerre économique mondiale. Oui, c'est la guerre économique mondiale pour des raisons qui sont des raisons géostratégiques, en partie liées à la dissuasion nucléaire. Mais ça, c'est un autre chapitre. C'est-à-dire que les États sont toujours dans cette logique d'affrontement et sont là pour s'autodétruire. Mais nous, dans tout ça, nous dit-on, comment tirer notre épingle du jeu? Alors on va voir des économistes, on va voir des consultants, on leur pose la question et ils vous regardent en ricanant. Mais monsieur, nous ne pouvons pas tirer notre épingle du jeu parce que nous sommes confrontés à une réalité contre laquelle nous ne pouvons pas grand-chose, surtout si nous refusons de la penser. Très bien, mais quelle est donc cette réalité à laquelle nous sommes confrontés? Eh bien, cette réalité est celle du travail humain. Regardez en France, combien coûte une journée de travail d'un travailleur normal, d'un employé salarié, avec tous ses acquis sociaux? C'est bien la raison pour laquelle nous autres, chez EDF, mais il y a la même chose chez Orange, et dans d'autres entreprises de services, nous faisons venir des ouvriers, par exemple polonais, mais d'autres régions du monde, car ils n'ont pas la couverture sociale, ils nous coûtent donc moins cher. Ainsi, l'entreprise peut jouer sur la facture humaine. Et de manière plus générale, aujourd'hui, on me dit, regardez, dans le tertiaire, moi je pensais que la banque était un monde stable, puisque dans la banque il y a de l'argent. S'il y a de l'argent, il y a du travail. S'il y a du travail, il y a de la sécurité. Eh ben non, parce que dans la banque, on me dit, ah oui, mais les managers ont aujourd'hui un scoring managérial. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore, un scoring managérial? Un nouveau truc de football. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Le scoring managérial, c'est quelque chose de très nouveau, qui est en rupture complète avec le boulot des managers d'avant. Ah bon, très bien, mais moi je pense qu'un manager est quelqu'un qui manage ses équipes, c'est-à-dire qui dirige ses employés, sa force de vente, dans le sens d'une optimisation de la force de travail, une optimisation des compétences, une optimisation donc de la rentabilité de cette équipe qui a été constituée. Et là, on me rit au nez. Oh, 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 oh. Mais non, cher ami, vous êtes un idéaliste. Oui, ça c'est possible. Non, un scoring managérial, c'est un bonus pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un manager, et je reçois sur ces entrefaites, un monsieur qui est un niveau manager N+5, c'est-à-dire relativement très élevé dans une grande banque française, la Société Générale, et qui arrive effondré et qui me dit « Je ne pensais pas qu'il me ferait cela à moi. » Mais quoi donc? Ils m'ont appliqué le scoring. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, bon, vous comprenez, j'avais 6 employés dans mon équipe. On me dit « Si je veux avoir un bonus de 200 000 € à la fin de l'année, il faut que j'en licencie 3. » Bon, mais alors comment je vais faire? Ah là, c'est très simple, me dit la DRH. Venez me voir dans mon bureau. Je vais dans son bureau et la DRH m'explique. Oh, vous savez, c'est très simple, hein. Vous confiez à 3 personnes la même opération, la même tâche, en simultané, sans leur dire, et vous aurez obligatoirement 2 personnes inutiles. Ensuite, l'entreprise fera son travail et fera comprendre. D'ailleurs, nous avons besoin de vous pour la direction juridique sur ces entrefaits. Je reçois un autre employé de la Société Générale qui était membre de la direction juridique et qui arrive en disant « Je quitte la banque, je veux un monde complètement nouveau, complètement différent, où il y aura moins de stress, je vais aller élever des chèvres. » Ah bon, pourquoi? Parce que vous comprenez, j'ai un cas de conscience. Ah bon? Vous avez un cas de conscience? Oui, monsieur, on m'a demandé de faire des questionnaires de soumission. Sans blague, mais qu'est-ce que c'est que ça, des questionnaires de soumission? Ah, les questionnaires de soumission, c'est très simple, me dit l'individu. D'ailleurs, j'en ai dans mon cartable. Il me sort les documents et me montre une sorte de QCM. On me dit, voyez, première question, avez-vous peur du chômage? Ah, vous pouvez répondre que par oui ou par non. Deuxième question, avez-vous à cœur de faire ce que votre entreprise vous demande? Et donc, vous voyez, j'ai été payé très cher pendant plusieurs mois pour mettre en place ces questionnaires de soumission qui ont pour objet de patiner l'inconscient de la personne. C'est-à-dire que nous allons le convoquer le jeudi soir à 17h30. C'est intentionnel, vous savez. C'est intentionnel, de sorte qu'il va ramener ensuite chez lui ce que nous allons glisser dans son inconscient, ce doute incroyable dont il va prendre conscience à travers ce questionnaire, qui va l'amener doucement vers l'idée que l'entreprise a décidé de se débarrasser de lui. L'entreprise a décidé de le liquider. L'entreprise a même choisi de le dissuader de faire quoi que ce soit contre elle, car l'entreprise est très puissante. L'entreprise a des grands avocats. L'entreprise a de l'argent. Et donc, il vaut mieux, puisque tu vois bien que tu es devenu inutile dans l'entreprise, que tu t'élimines toi-même, que tu n'intente rien contre l'entreprise. On te souhaite d'ailleurs beaucoup de chance. On espère pour toi que
que tu retrouveras du travail dans une autre entreprise, dans une autre firme, mais à ton âge. Il faudra peut-être mieux que tu changes de métier. Et là-dessus arrivent des gens qui créent des nouvelles entreprises, qui développent un nouveau business, un nouveau marché, celui de l'intérim des cadres seniors. Ah, l'intérim des cadres seniors, c'est magnifique. J'ai rencontré l'un des grands patrons européens de l'intérim des cadres seniors, qui habite dans une grande maison très côté sud, et qui me dit, oh non, ce sont des gens qui ont compris que l'entreprise ne les embaucherait plus jamais en CDI. Que l'entreprise a besoin d'eux pour des missions ponctuelles. Ce sont des profils efficients. Vous voyez, une espèce d'adéquation entre l'homme, la fonction et une tâche à accomplir à un moment donné. On en a trouvé chez EDF par exemple. Les syndicalistes appellent ça des serial killers. Mais pourquoi donc? Ah ben c'est très simple, hein. 3 morts à Fessenheim, 3 morts ici, 3 morts là-bas, 4 morts ici. On peut les suivre à la trace. J'en ai rencontré un. Il a accepté de parler, anonymement évidemment, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Hein, bon. Et il me dit, ah oui, effectivement, j'ai managé par la terreur. Oui, des gens sont morts, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? C'est la loi du global, la loi du global, globalisant, c'est la loi du global. Oui, ben, des gens sont morts, mais qu'est-ce que vous voulez? Mon boulot, c'est de faire appliquer la loi de l'entreprise, la loi de la BSC, de The Balanced Scorecard, c'est-à-dire le tableau de bord de l'entreprise, c'est-à-dire cette espèce de gigantesque planning annuel qui va déterminer la rentabilité de chacun des employés, car un homme égale un coût. Surtout chez nous, car voyez-vous, dans le système de la mondialisation, il faut se le dire en face, si nous voulions penser les choses, mais il paraîtrait que nous ne le voudrions pas. Si nous voulions penser les choses, eh bien, il faudrait se dire en face qu'un homme égale un coût. Alors, à la télévision, on parle de caméraman. Dans la banque, on parle d'homme-bouton. Bon, dans l'entreprise, dans l'industrie lourde, on parle d'intérimaire, etc. C'est-à-dire, ce qu'Hannah Arendt appelait les hommes superflus. Car les hommes, aujourd'hui, sont superflus, deviennent superflus. Mais derrière tout ça, il y a une question qui est peut-être un peu plus dérangeante, si on voulait la regarder en face. Car aujourd'hui, dans cette entreprise globale qu'est l'entreprise France, comme on disait il y a quelques années en arrière, qui de l'homme ou de la machine travaille pour l'autre, au fond? Car dans le système global, me dit-on, la concurrence, mais la concurrence, cher ami, c'est le système coton. Le système coton. C'est-à-dire que Moulinex n'a strictement aucune chance face à des fabricants de cafetières qui sont payés $1 par jour sans acquis sociaux, ni protection, ni droit au chômage. Comment voulez-vous que nous fassions? Les choses sont tout à fait claires à l'échelle européenne. Nous le savons très bien. Mais nos concitoyens veulent manger. Nos concitoyens veulent consommer. Nos concitoyens veulent garder leur place de citoyens sur la planète conso. Alors, on ne peut pas leur dire. On ne peut pas leur dire que la concurrence, c'est la concurrence du système coton. C'est-à-dire, le système coton, c'est le système des planteurs de coton. Face à cette logique économique-là, évidemment, nous n'avons aucune chance, sauf évidemment à déstructurer l'ensemble de l'arsenal de nos acquis sociaux. Ça, c'est une bonne idée. Car ainsi, je vais pouvoir réduire les déficits, je vais pouvoir faire jouer la comptabilité analytique, et je vais pouvoir réactualiser le seul et unique système économique qui a fait la France moderne? Le système colonial, le système des trusts. Bah, évidemment, l'uranium vient du Niger, etc., etc. Donc nous sommes là dans le management circus à l'échelle planétaire. Alors, face à ça, quelle est la place de l'homme dans le système? L'homme aujourd'hui devient, me dit une dame, je suis fonction support. Fonction support, vous vous rendez compte? Même plus secrétaire, fonction support. Un jour, ils me donneront un numéro, un matricule. Ah bah oui. Et puis un matin, avec une amie consultante internationale, bien payée, qui fait une grande tour, on a pris le métro pour la Défense. Et là, on voit effectivement des armées de gens en uniforme qui vont d'un pas cadencé prendre leur place dans le système, qui ont peur de ça. Parce que le système fait peur, bien sûr. Donc j'ai peur de perdre ma place dans le système. J'ai peur de mon manager qui n'est pas là pour manager, il est là pour m'éliminer. J'ai peur de ne pas avoir d'emploi après-demain. Mais d'ailleurs, tu n'en auras pas après-demain, puisque l'emploi est à courte vue. Et d'ailleurs, même à l'échelle politique, aujourd'hui, nous assistons à... Des gens m'ont dit, j'explique à mes enfants qu'il n'aura pas d'emploi fixe, c'est-à-dire qu'il sera intérimaire toute sa vie.
Et se dessine ainsi une sorte de grande bipolarité entre ceux qui ont la chance d'avoir un emploi stable, ad vitam aeternam, qui sont CDIsés, vous vous rendez compte, et ceux qui ne le sont pas, qui ne le seront jamais, qui resteront précaires toute leur vie. D'ailleurs, ils l'ont déjà bien intégré, cette précarité. Car la précarité qui nous afflige, elle a beaucoup d'intérêt. Elle a d'immenses bénéfices, rendez-vous compte. Moi, dirigeant de la firme, je peux prendre des gens, des hommes, enfin des intérimaires, enfin des fonctions support, enfin voilà. Je les prends et puis je les jette avec un peu de cacahuètes. Mais alors dans quel système sommes-nous? Dans le système postmoderne. Eh oui, dans le système postmoderne. Et alors, quelle est la nature de ce système? C'est ça la question que nous ne voulons pas penser. Parce que si on se posait la question de quelle est la nature de ce système-là, ça nous obligerait à mettre des mots là-dessus. Mais nous ne le voulons pas, ou pas vraiment. Parce que le système est propre, le système est beau, le système est bon, il est bon pour moi, il est bon pour vous. Il me donne une redistribution, certes de plus en plus inégale, de moins en moins redistribuée même, de plus en plus précaire, de moins en moins durable. Le système est fait pour durer, mais le système ne veut pas penser sa durabilité. Le système est plein de contradictions, mais il ne veut pas les regarder en face. Le système aujourd'hui travaille contre sa population, mais ça, il ne veut pas le reconnaître. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous ne voulons pas aller contre le système au fond, parce que nous sommes heureux d'avoir nos voitures climatisées, nous sommes heureux de ce confort. Mais alors, la question qui se pose, c'est qu'as-tu fait de ton confort? Qu'as-tu fait de ton progrès? Car il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas tout ça. Car dans pas si longtemps que ça, nous n'aurons peut-être plus tout ça. Mais alors, que faire face à ça? Faut-il rester comme ça, les bras ballants, en se disant « je veux trouver une place à Pôle emploi » ou « je veux faire en sorte de trouver ma place dans le système pour pouvoir continuer à payer mon crédit, pour pouvoir continuer à offrir à mon enfant la possibilité d'avoir des fringues de marque » Ou bien, faudrait-il rénover nos catégories de pensée? Alors ça supposerait que nous nous posions la question de savoir si les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont réellement difficiles, ou bien s'ils sont vraiment difficiles parce que nous sommes, nous, particulièrement noués, c'est-à-dire particulièrement aliénés, particulièrement enchaînés, c'est-à-dire particulièrement dépendants de tout cela. Car aujourd'hui, nous sommes dans une logique d'hyperdépendance. La grande machine qui fonctionne 24 heures sur 24 ne peut pas se permettre de s'arrêter. En tout cas, pas comme ça. En tout cas, pas tout de suite. Mais pour qu'elle s'arrête, il faudrait qu'on puisse débattre. Mais on ne le veut pas. Pour qu'on avance autrement que vers le chemin de ce que quelqu'un m'a dit, un catastrophisme éclairé, voilà ce qu'il nous faut. L'air illuminé. Un catastrophisme éclairé. Oui, parce que, voyez-vous, la catastrophe de Fukushima, enfin Tchernobyl plus Fukushima, ça fait Fukushima, c'était inévitable. On a même trouvé des textes dans lesquels on nous prévoyait une catastrophe nucléaire tous les 2 ans, une catastrophe pétrochimique tous les 5 ans. Ça, c'était dans les années 70. Ben oui, parce que, vous comprenez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et puis, vous comprenez, la transition énergétique, tout ça, c'est des trucs, hein. Bon, ça voudrait dire qu'il faudrait que nous fassions attention. Ça voudrait dire qu'il faudrait que nous nous restreignions. Ça voudrait dire qu'il faudrait que nous sortions de la démesure, de l'inconséquence, du no future, c'est-à-dire du je m'en fous de ce qui va se passer demain, tant que mon frigo d'aujourd'hui est plein. Cela supposerait que nous nous remettions à penser. Oui, ça supposerait que nous nous remettions à penser. Mais le veut-on vraiment? Moi, je pense qu'on peut. On pourrait, évidemment. Mais cela supposerait de se poser les vraies questions. C'est-à-dire de se dire, mais alors, donc, si je regarde l'une de mes journalistes dans mon équipe, sur la question du recrutement, s'est dit, ah oui, effectivement, j'accepte effectivement de m'infiltrer dans un cabinet de recrutement. La question était très simple. Où en sommes-nous en France de l'égalité des chances par rapport à un job à 1 000 euros? Un job à 1 000 euros. Pour faire opérateur téléphonique, pour faire magasinier chez Carrefour, etc. Où en sommes-nous? Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre des marchands de bétail, des négriers, c'est-à-dire des gens qui reçoivent d'autres gens prêts à tout pour avoir un job à 1 000 euros, pour pouvoir occuper leur place sur la planète Conso, pour ne pas être exclus de ça, pour ne pas tomber, paf,
dans la sous-vie économique, dans le j'ai pas 50 euros, dans le je peux pas faire le plein de la voiture. Mais face à ça, qu'est-ce qui se développe en face? Une logique de négrier, du bétail humain. Oui, du bétail humain. Moi, j'en croyais pas mes yeux en voyant les comptes rendus. Ah bon, on reçoit les gens au kilomètre, hein, c'est très simple, et puis on met en place un système de flicage très élaboré. 3 entretiens, on n'est jamais sûr de rien, et lorsqu'enfin on vous dit « vous aurez le boulot », le sergent recruteur passe un coup de fil dans l'ancienne entreprise. À propos, cette personne-là, que j'ai l'intention de proposer au recrutement, comment s'est-elle comportée il y a 5 ans? Parce que ça fait 4 ans qu'elle est au chômage, évidemment. Mais il y a 5 ans. Et alors à ce moment-là, on tombe sur un contremaître qui avait des comptes à régler avec quelqu'un d'autre, mais c'est tombé sur cette personne-là. Et ce contremaître dit « Non, lui, vraiment, caractériel, forte tête, ingérable. » Et la personne qui croyait avoir du travail n'en aura jamais. Parce que tout s'arrête soudainement. On ne lui dit pas, sans aucune information. Il s'appelait Robert. On l'a retrouvé pendu dans son bureau. Alors des Robert, il y en a 50 000, hein, malheureusement. Peut-être même pas pour plus. Il y a ceux qui se jettent sous les trains, à la poste, ceux qui s'immolent dans les bureaux, Orange, un classique. EDF, ah c'est sûr, on n'assassine pas de la même manière dans l'industrie lourde, dans les services, etc. Mais nous avons là une réalité commune, qui est que dans toutes les entreprises dans lesquelles moi je suis allé traîner mes guêtres pour voir un petit peu comment que ça gère du côté des ressources humaines, mais toujours la même histoire. La personne, s'appelle Martine, Françoise, Pierre, Paul, Jacques, on s'en fout. La personne n'existe plus. La personne est un rouage. La personne est un objet. La personne est une fonction support. La personne n'est plus un individu. C'est un écrou. Et dans un rapport secret d'EDF que j'ai trouvé qui date du début des années 80, parce que tout ça a été préparé. Moi, je ne suis pas dans le complot. Non, nous parlons d'une évolution, d'une mutation, de process, comme on dit. Bon, dès le début des années 80, à EDF, par exemple, a été créée une cellule FH, facteur humain. Dans cette cellule FH, on a pensé les mutations managériales, on a pensé le choc traumatique lié au fait que les gens, forcément, en l'an 2000, au moment du changement de statut, découvriront que leur entreprise n'était pas ce qu'ils croyaient, que la femme qu'ils aimaient, finalement, les a trompés depuis toujours, ou l'homme, peu importe. Donc il y aurait de la casse. Et à ce moment-là, les consultants FH se sont dit « Mais rendez-vous compte, avec votre mutation managériale au service du global et de la mise en place de la BSC et de tous ces nouveaux modes managériaux fondés sur la rentabilité, la productivité, la qualité, l'optimisation, la performance, l'excellence. » C'est comme si vous demandiez à une pompe de débiter plus de 20 mètres cubes seconde alors qu'elle est prévue pour débiter 20 mètres cubes seconde. Et vous demandez à un humain de s'adapter au-delà de ses capacités. Ça va casser. Oui, mais on casse. Pourquoi? Parce que ça n'a plus de valeur. Mais s'il n'a plus de valeur, c'est que ce n'est donc plus un humain. Mais alors, quel est donc ce système qui se permet de considérer les humains comme autre chose que des humains? On les appelait naguère les hommes superflus. Et c'est la question que je vous pose pour le débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Philippe. Donc la parole va vous être donnée. Donc si vous voulez intervenir, poser une question, vous levez le bras et je vous inscris et on donne la parole de façon chronologique. On prend une question, retour à la tribune, une question. Voilà. Donc il y a... Ah oui, donc c'est le moment donc, de faire un petit peu de sous. Donc on va... Donc, comment? Oui, on a de l'eau. Oui, on a de l'eau. On a de l'eau, merci Isabelle. Donc, où j'en étais, donc on prend une question, réponse, enfin, un commentaire à la tribune. On a donc un micro à votre disposition. Alors, c'est malheureusement un micro sans fil parce que le HF a pété. Avec fil, oui. Avec fil. C'est un micro avec fil, excusez-moi. Hein, donc, et Jean-Paul est chargé de vous l'apporter.
la question, la première, c'est la plus difficile. Ou l'intervention. Oui. Tiens. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Jean-Paul, ça marche pas. Ça marche. Merci pour votre intervention. Merci, monsieur. Je voulais vous poser une question. Avez-vous aussi sondé les pratiques de formation au management? Oui, absolument, absolument. On a infiltré quelqu'un dans 2 écoles de commerce, notamment à Reims Management School. Et un jour, un étudiant m'a fait passer des cours qui étaient donnés par un ancien manager de France Télécom sur les questions, c'est-à-dire sur la mise en place d'outils managériaux, dans lesquels il dit très clairement que ce sont des outils extrêmement violents à user avec modération. Donc il y a clairement une préparation mentale des futurs managers à toutes ces opérations de cassage humain, c'est-à-dire un préformatage idéologique lié au développement d'une conception de l'individu qui ne tiendra délibérément pas compte de ce qu'il est en tant que personne, c'est-à-dire qu'on leur apprend à trouver les failles, à s'en servir, de façon à pouvoir mener à bien ce qu'ils appellent la rencontre entre une fonction et un profil efficient. C'est-à-dire trouver le meilleur profil pour accomplir la meilleure tâche de la meilleure manière. Donc dans les cas de liquidation, par exemple les remises en route, les remises au pas d'entreprise ou les restructurations, on va rechercher des gens qui vont être spécialement profilés pour des missions de ce type-là, bien entendu, et qui sont formés pour ça, bien entendu. Bien entendu. Mais ça rapporte beaucoup d'argent. On gagne bien à rendre des services comme ça à l'entreprise. Oui, j'observe souvent des gens énormément soumis. Est-ce que vous, dans votre travail, dans vos enquêtes, est-ce que vous percevez des signes, comment dirais-je, plus que d'indignation, des signes de révolte certains? Est-ce que jusqu'à quand la soumission va fonctionner? Dans mon entourage, je ne sens pas ce souci de se battre devant l'évidence de quelque chose qui est dangereux. Est-ce que vous, de votre côté, vous sentez des prémices de bagarre ou pas? Pour être tout à fait franc et clair avec vous, non, aucun. Non, aucun. Aujourd'hui, me semble-t-il, après moi je n'ai pas la vérité naturellement, mais on a beaucoup travaillé pour faire ce bouquin. C'est-à-dire j'ai fait un premier film là-dessus en 2006 sur les premiers cas de suicide au travail, et puis après on a investigué pendant 4 ans d'affilée. Non, les gens sont aujourd'hui, la plupart de ceux que j'ai rencontrés qui se trouvent dans ces cas de figure-là, qui correspondent de mon point de vue à peu près à un peu plus des 2 tiers de la population de notre pays, non, il y a une acceptation massive de la situation. Une acceptation massive de la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de gens qui vont légitimer la dynamique esclavagiste dont nous parlons aujourd'hui. Voilà. Juste une question sur la méthode. Comment vous avez travaillé justement pour faire ce constat-là? Et selon vous, pourquoi les gens se sont livrés, vous parlez de gens à haut niveau, pourquoi ils ont eu cette parole de vérité auprès de vous, quoi? La méthode, moi je travaille quasi exclusivement sur documents, c'est-à-dire que il y a d'un côté les personnages, les interviews, donc il y a une méthode journalistique qui fait que pour qu'une information soit caractérisée, il faut au moins 3 témoins qui ne se connaissent pas, qui ne travaillent pas ensemble, qui vous parlent de la même chose. On arrive là à une objectivation du fait, et ensuite moi je ne travaille que sur documents. Donc voilà, c'est sourcé, c'est fondé, c'est une question de crédibilité, quoi. Enfin, que ce soit sur les questions de santé publique liées au nucléaire ou l'addiction aux écrans ou des questions comme ça, j'ai toujours considéré dans ma pratique que ce sont des enjeux beaucoup trop graves et beaucoup trop importants pour qu'on puisse se permettre de dire n'importe quoi, très clairement. D'autant plus que les journalistes sont une profession qui s'est auto-dévoyée pendant de nombreuses années, et vis-à-vis de laquelle, moi j'ai toujours dit, on ne baisse pas de niveau, les amis. Donc on travaille comme ça, pas autrement, sinon ça ne vaut pas. Après c'est des questions d'investigation, c'est des questions de réseau.
Quand vous savez ce que vous cherchez et que vous avez les éléments qui permettent d'objectiver une réalité et que vous avez identifié les personnes qui savent, bon, bah après, il faut aller les voir. Faut aller les voir. Et souvent, c'est une question d'approche, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours joué carte sur table. Hein, même vis-à-vis du nucléaire militaire sur lequel j'ai beaucoup travaillé, ce m'a dit Messmer, bon, j'ai été accrédité il y a une dizaine d'années de cela aux archives secrètes du cabinet Messmer, donc du ministère de la Défense, donc c'est un degré d'accréditation qui est secret défense ou très secret défense. J'avais dit au Pierre Messmer, je lui ai dit pourquoi moi? Je lui ai dit, vous connaissez. C'est-à-dire c'est la logique du bon ennemi. C'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré qu'on est dans un état de droit, c'est-à-dire même si avec les copains du Canard enchaîné on a pu faire des trucs, mais qu'il convient de jouer à la régulière. Donc à partir du moment où je prends mon téléphone pour appeler le DRH Trucmuche de la centrale nucléaire machin par exemple, ça pourrait être une entreprise pétrochimique ou un consultant international, je vais écouter. Nous savons. Après, la personne a souvent beaucoup plus à craindre de ne pas répondre que d'accepter le jeu d'un interview dans lequel on peut effectivement fort bien garantir l'anonymat. Là, dans les questions de management, moi personnellement, il n'y a pas un type qui parle à visage découvert. C'est-à-dire qu'en travaillant là-dessus, constater un degré de peur que je n'ai jamais vu ailleurs. Mais quand je vous dis ailleurs, c'est-à-dire même dans les affaires de services secrets ou de bombes atomiques, c'est-à-dire de nucléaire militaire, où là on rigole pas. Mais il y a là-dedans un degré de peur qui, moi, m'a stupéfait au début. Mais qui est intrinsèquement lié à la dynamique totalitaire, puisque c'est de totalitarisme au pluriel d'entreprise dont nous parlons. Non pas d'un système totalitaire auquel, comme l'entendait Hannah Arendt, mais d'entités qui développent des pratiques qui sont des pratiques de type totalitaire, quoi. Et ça, c'est... Bon, alors face à ça, mais ça c'est lié à la perversité humaine, c'est que le livre commence par le portrait ce qu'on appelle un coast killer, c'est-à-dire un tueur de coude, qui se définit, qui se reconnaît comme un nazi. Ah oui. Oui, bien sûr, c'est Eichmann, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire que nous avons là des gens qui ne sont pas dans l'idéologie du mal. Mais le nazisme n'était pas une idéologie du mal. Les membres du Parti national-socialiste travaillaient pour le bien de la race aryenne. C'est ce que disait le père de feu Théodore Monod, qui fut mon maître. Le problème fondamental n'est pas le problème du bien, du mal, c'est le problème du bien. C'est pour faire bien à moi que je vais exclure autrui. Donc dans cette dynamique-là, moi qui suis un grand pervers d'entreprise, qui vais manager par la terreur, il va y avoir des gens qui vont mourir. Mais ces gens qui vont mourir, c'est parce que c'était des maillons faibles. Et comme je suis auto-convaincu d'agir dans le bien de l'entreprise, alors je vais accepter d'en parler. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je travaille, j'accomplis ma mission, l'entreprise gagne de l'argent, tout le monde est content. Qu'après il y ait des syndicalistes, des militants, etc., qui considèrent que quand même Robert, c'est dommage. Ou alors, vous vous rendez compte de ce qu'il lui a fait subir? Oui, bon, ça, c'est pas mon problème à moi. Mon problème à moi, en situation d'entreprise, au niveau des RH où je me trouve, c'est de remplir pleinement ma fonction, d'accomplir clairement ma mission, de remplir clairement les objectifs de ma Balanced Scorecard, c'est-à-dire de ma VSC, de façon à ce que le board et le global soient satisfaits de moi. Dans cette dynamique-là, j'accomplis le bien. Et par voie de conséquence, je vais parler de ça. C'est comme ça que ça se joue. Voilà. Ici. Oui, c'est un investigateur que je pose la question. Vous avez évoqué dans votre conférence la pratique courante de l'employeur qui s'adresse à un ancien employeur pour juger. Pratique effectivement très courante, mais totalement illégale. Totalement. Et amorale parce qu'elle empêche même un délictueux éventuel d'avoir purgé sa peine. Ma question était, étant donné vos investigations, si les inspecteurs du travail ou tout organisme essayent de combattre cette pratique déplorable. Je vous remercie.
Est-ce que l'inspection du travail... Écoutez, moi j'ai eu, il se trouve qu'il y a quelques années, enfin quand on préparait ce bouquin-là, un jour un disque dur est arrivé dans ma boîte aux lettres qui concerne une grande entreprise pharmaceutique qui s'appelle Novartis et qui m'avait été envoyé clandestinement par des gens que je ne connais pas. Et à l'intérieur de ce disque dur, il y avait plusieurs années de documents liés à du cassage humain, etc. Et notamment beaucoup d'éléments relatifs à l'action de l'inspection du travail. Bon. Et on voit très bien dans ce domaine-là que l'inspection du travail prend position en disant, voilà, j'envoie une admonestation, une lettre recommandée. Alors après, s'ils sont des cas très graves, ça tombe sous le coup de l'article 40 du Code pénal. C'est-à-dire quand il y a harcèlement stratégique ayant conduit à la mort, ou bien manœuvre comme celle que vous décrivez. Bon. L'inspection du travail prend position, met en garde, fait un rapport, mais ne va pas plus loin que ça. Voilà. Est-ce que, selon vous, Jean-Philippe Desbordes, la mise en examen du patron d'Orange et le cadre aussi d'Orange est de nature à porter un coup d'arrêt ou, tout le moins, de réfréner ce management de la terreur? Bon, alors évidemment, non, mais évidemment, c'est un fait majeur, puisqu'il s'agit là d'une procédure que j'ai suivie en détail, qui a commencé il y a plusieurs années en arrière, etc. Ça va montrer... Alors, quelle va être la réaction du système, hein, pour faire court, hein. La réaction du système va dire, oui, mais c'était une époque. Effectivement, il s'agissait, la Poste l'avait fait au moment du provisionnement des fonds de la Banque Postale, hein, c'était pareil, il s'agissait pour France Télécom Orange de dégager un cash flow de 21 millions d'euros, etc., etc. Donc, voilà, on a cassé. Donc, on va dire, c'était une époque, c'était des pratiques liées à des individus, et aujourd'hui, en raison de cette soumission dont nous parlions tout à l'heure, monsieur, c'est-à-dire du fait que les gens veulent faire partie de ça. Et oui, le système managérial va intégrer cette évolution-là en disant, vous voyez, nous avons changé. C'est-à-dire qu'ils vont reproduire les mêmes types de pratiques, puisque, au fond, manager, ça veut dire gérer, c'est-à-dire dominer, hein, c'est-à-dire organiser la soumission. Donc le système managérial ne va pas devenir un système managérial autre que ce pourquoi il est fait. Donc le système chez Orange va intégrer les méthodes, va les reformuler d'une autre manière, et va pouvoir continuer, en sachant que la période considérée par la plainte qui avait été déposée par les syndicalistes de Sud PTT correspondait à un moment d'extrême tension interne. C'est-à-dire, il fallait que l'entreprise dégage une telle masse d'argent, et pour dégager cette masse d'argent, l'entreprise n'avait qu'une seule comptabilité sur laquelle elle pouvait agir, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a que 3 factures. Hein. La facture immobilière, il ne pouvait pas faire grand-chose. La facture énergétique, quoi qu'on fasse, elle monte. Il y avait la facture humaine. C'est donc sur le coût humain que l'argent a été dégagé. Et ça correspondait à un moment très spécifique. Donc on va normaliser. Voilà. Et en vous disant ça, moi personnellement, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est-à-dire, je ne suis ni pessimiste, ni optimiste, ni cynique. C'est une lecture aussi froide que possible, dans mon cas, parce que sinon, ça nous emporte. C'est-à-dire que la violence intrinsèquement contenue dans ces pratiques-là, moi j'ai visité clandestinement une entreprise pharmaceutique dans laquelle j'ai pu rentrer secrètement avec une femme qui est experte auprès des tribunaux de Paris pour constater un fait moi, qui m'a stupéfait, pour le coup c'est qu'à le dire, qui est que au bout de chaîne de montage, l'entreprise a installé des distributeurs de Lexomil, avec des brancards en salle de repos. Avec des brancards en salle de repos. Ah oui, oui. C'est une entreprise qui fabrique du médicament, ce n'est pas des laboratoires où on pense. Non, c'est des ouvrières à la chaîne. C'est-à-dire que dans cette entreprise où il y avait, dans mon souvenir, quelque chose comme 80 employés, EES, il y avait au bout des chaînes de montage des distributeurs, ils doivent toujours y être d'ailleurs, des distributeurs de Lexomil, donc des calmants durs, avec des brancards installés, donc des lits de camp installés en salle de repos, ce qui signifie que l'entreprise avait intégré et prévu la décompensation, la crise de nerfs, etc., etc., etc. Oui. Non, mais ça, c'est la réalité postmoderne que nous vivons aujourd'hui. À partir du moment où j'accepte cette soumission-là, alors, de toute façon, je rentre dans une mécanique qui, de toute façon, a prévu ma soumission et va l'organiser. C'est comme on avait trouvé, je me souviens, ça c'était on avait fait la première émission de télévision, j'étais à la Marche du siècle à l'époque, sur les sous-traitants. Et on avait récupéré un document qui venait de chez Carrefour, en l'occurrence, si mon souvenir est exact, oui, je crois que c'est ça,
au sujet de l'embauche des caissiers. On était au début des premiers mouvements sur les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Et c'était un document de recrutement qui disait très clairement, attention, pas de caissière en CDI. Pourquoi? Parce que une caissière de supermarché dans un hyper classique va manipuler par jour de travail 3,5 tonnes sur le bras gauche, 1,5 tonne sur le bras droit. Par voie de conséquence, elle va développer une usure prématurée de l'épaule gauche qui, au bout de 18 mois, va donner tel type de trouble musculo-squelettique. Par voie de conséquence, si cette personne est en CDI, elle va nous coûter son trouble musculo-squelettique et moi, entreprise, je ne veux pas lui payer sa maladie. Donc, je vais l'embaucher en CDD. Reconductible de 3 fois 6 mois, ce qui va générer un turnover, puisque au bout du 3e CDD, on va prendre une autre personne, et ainsi se développe le marché. C'est comme ça que ça s'est développé. Oui, on pourrait s'étonner que la soumission soit aussi facile à obtenir des gens, mais enfin, j'essaie d'y réfléchir, j'ai l'impression que la programmation commence à l'école. Et en tant qu'enseignant, je suis passé du plaisir de transmettre un savoir ou des savoir-faire, je suis devenu un évaluateur permanent. Et dans les critères d'évaluation, j'ai été surpris de constater que mes critères d'évaluation étaient rigoureusement les mêmes que ceux que l'on emploie dans les entreprises, à savoir mesurer les compétences culturelles, les compétences méthodologiques de mes élèves. Ils étaient de ce fait bien programmés pour se soumettre à ce qu'on leur demanderait dans les entreprises. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Enfin, nous sommes aujourd'hui dans une logique d'entreprise programmée. Par voie de conséquence, cette programmation commence évidemment dès le système scolaire, ça on le voit très clairement. Mais moi j'attire votre attention sur le fait que c'est historiquement qu'il nous faut repenser les choses, hein, parce que c'est le visage de la France qui se joue dans ces questions-là. C'est-à-dire que moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est quelle est la nature de ce pays, c'est-à-dire d'un État qui est capable de générer ça. Parce que cela suppose une relation spécifique à l'individu.